Salut l'équipe, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je suis en très bonne compagnie. Je suis avec Frédéric Martin, CEO du projet MyDID. Comment ça va? Ça va, Sache. Alors là, actuellement, on est dans les bureaux. On ira faire la visite juste après. Mais comme je vous ai promis, après chaque analyse fondamentale, et je sais que la communauté MyDID est super motivée à l'idée de cette rencontre et de répondre aux différentes questions. Eh bien, nous voici tout d'abord pour l'interview. Vous verrez ensuite l'intérieur des bureaux, peut-être un petit peu de l'équipe pour ceux qui veulent se présenter. Mais voilà. Frédéric, CEO aujourd'hui du projet MyDID, en ayant commencé à un poste tout autre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, toi, dans ta vie complète? Tu m'as dit que tu étais un geek. Ouais, je suis un geek assumé, on va pas se cacher. Donc j'ai un profil plutôt tech. J'ai fait l'essentiel de ma carrière dans la cybersécurité. Ouais, Et par un peu chance, en fait, dans la cybersécurité, on utilise beaucoup de cryptographie asymétrique, enfin des choses ouais, un peu cabalistiques techniquement, mais en tout cas qui sont des bases qui servent pour la blockchain, en fait, ouais. et pour signer des transactions, interagir avec des DLT, enfin voilà, des choses comme ça. Et donc en fait en 2018, j'ai fini par me dire, ça c'est 3-4 ans, dans 2012-2013 mes premiers contacts avec Bitcoin, et puis après c'était un peu mon second métier de nuit, Ok. en plus de architecte cybersécu. Et à un moment, j'ai dit, faut que je dorme un peu plus, donc il faut que ça devienne mon projet principal. Donc j'avais regardé plein de projets et j'ai fini par basculer à plein temps et puis de redevenir consultant après cette première expérience. Et après, j'étais en contact avec l'équipe originale de XSL Lab, ça s'appelait comme Ouais. ça à l'époque. J'ai même venu après, j'ai vu que ça s'appelait Silar même un peu à l'origine. Enfin, il y a toute une histoire. Je me suis greffé sur ça. Et par chance, en plus, j'étais déjà en train de bosser avec Imad Al-Aouni, maintenant qui est Ouais. le directeur technique, qui lui a une formation encore plus tech sur la cryptographie et des choses comme ça. Et donc, voilà, mon parcours et puis les gens avec qui je travaillais, on s'est greffé sur ce projet. Et puis, comme ça correspondait à des passions communes, voilà, on n'a plus lâché à faire depuis. Mais comment est-ce qu'on passe de passionné comme toi à CEO? J'imagine que le parcours a été intense, que tu es passé par peut-être des postes différents, etc. Ouais, alors, moi j'ai toujours été donc, dans les postes techniques liés à la sécurité. Et quand tu développes une expertise technique sur les sujets blockchain, en France, c'est un tout petit secteur. Donc tout le monde se connaît, tout le monde donne ses avis sur les projets des uns et des autres. Donc c'est comme ça que tu te fais un peu ta place et que tu es reconnu. Moi, j'ai travaillé avec les fondateurs de Ledger sur justement les premiers formats de hardware wallet. Tu peux me Ok, retrouver Normalement, tu ne retrouves plus de vidéos avec moi avec les cheveux longs, mais tu peux retrouver des vieilles vidéos de moi qui parlent de hardware wallet et de choses très bizarres sur Internet. Et donc, quand j'ai rejoint le projet, c'était en tant que directeur technique, ce qui correspondait bien à l'évolution dans le temps. J'avais déjà été responsable un peu sécurité dans un projet précédent. Et bon là, l'idée, je n'étais pas prévu que je sois CEO, faut être clair. Il y a eu une tentative de renouvellement de CEO qui ne s'est pas passé comme on voulait spécialement. Et voilà, on a décidé à un moment que c'était logique que je prenne les rênes de l'entreprise, surtout que moi, j'avais fait un peu le tour de côté technique. Imad El Aouni avait pu aussi monter en compétence sur les choses qu'il fallait. Donc j'ai pris un peu naturellement le lead du projet suite à toutes ces aventures de start-up un peu habituelles. ok. Voilà. Et puis c'est quand c'est de plus en plus ton bébé, à la fin, bah, tu veux en être responsable pour le meilleur et pour le pire. Au moins, on te reproche des choses, quand tu as les libertés, bah, tu les assumes et puis tu avances. Voilà. Ouais, J'espère que j'ai répondu à ta question. c'est très très bien répondu. Ouais. Mais du coup, là, depuis que tu es CEO, des choses ont changé, etc. Et toi, pour parler un petit peu de toi avant de parler un petit peu Hmm. plus de technique,
À quoi ça ressemble la vie d'un CEO? Ah, Surtout pour un projet français, MyDID, ouais. identité décentralisée. Alors, bon, déjà, comme tu dis, la sphère crypto, alors, les gens n'aiment pas forcément ce mot, la blockchain, crypto, Web3, peu importe. Tu mets le terme, il est bullshit dans les gens qui font du bullshit, et puis il y a une réalité technique quand les gens qui bossent sur les sujets techniques. Mais en me disant, dans le monde Web3, l'acceptation même des projets crypto, elle a été variée. Même du temps de Bruno Le Maire, il y a eu... parce que tu dépends beaucoup du choix des positionnements politiques aussi, si Oui. c'est accepté ou pas. Par chance, soit tu arrives à un moment où c'est quand même globalement assez dédiabolisé. Oui. Et puis il y a l'environnement MICA européen qui vient encadrer tout ça. Mais même en France, ça, c'était encore très compliqué quand même de savoir si les pouvoirs publics appuient ou pas. Donc en gros, tu as déjà cette première étape tu es sur un sujet qui n'est pas forcément appuyé par des pouvoirs publics et par l'administration. Donc la complexité quand tu es un peu patron de boîte de ce truc-là, c'est qu'il faut que tu trouves un équilibre entre ce que tu dis de ta partie crypto et puis les sujets techniques. Okay. Donc dans notre cas, on a bien fait. On a séparé en deux entités. On a une entreprise en Suisse qui garde la gestion de la partie crypto. Et puis on a une entreprise en France qui développe le R&D et le service du projet principal. Voilà. Donc la vie d'un CEO d'un projet français, c'est d'abord effectivement te faire ta place et trouver l'endroit, le meilleur moyen que ton projet soit accepté d'un point de vue légal et encadrement. Et là, en ce moment, en France, parce que la boîte française en fait a à peu près 1 an, tu as tout un tas de démarches dans lesquelles on est, qui est jeune entreprise innovante, crédit impôt recherche, enfin, des aides. Parce que, par exemple, si on prend une différenciation culturelle, en Suisse, tu n'es pas embêté sur beaucoup de sujets, mais tu n'es pas du tout aidé. Oui. Voilà. En France, tu es embêté sur plein de sujets, mais tu as aussi des aides françaises et européennes. Donc là, côté CEO crypto, là, j'ai vraiment bien passé la main sur les sujets techniques. Là. Donc je vais être dans une démarche là, de plus en plus de représentation, d'encadrement convenable d'un point de vue juridique, trouver les aides qui vont bien. Et voilà, en gros, c'est un peu ça. C'est trouver sa place dans un environnement qui n'est pas forcément le plus positif en France. Oui. Parce qu'en France, on a 2 grosses licornes. On a Sora et Ledger, à qui on pardonne tout. Et puis tu as tous les autres petits projets enfin, même des projets beaucoup plus gros que nous, qui ne sont pas forcément aussi appuyés. Voilà. Oui. Donc voilà, c'est le quotidien d'un CEO crypto, c'est trouver sa place voilà, en termes de légalité et encadrement sur les projets crypto, trouver des compétences en termes de développeurs et autres, ce qui n'est pas évident. Par chance, on a quand même une bonne culture de développement en France et de cryptographie, etc. C'est juste que il y en a trop peu, donc on se bat pour les mêmes profils, et très souvent, tu finis par prendre des gens qui sont plutôt bons dans leur domaine, que tu formes au Web3, plutôt que des gens qui sont formés pur Web3. Ouais. Et par chance, on a aussi des organismes de formation en France qui aussi permettent de faire ça, transformer des gens qui étaient dans un métier et qui font une formation un peu courte, mais qui est un peu intensive, pour en changer de métier. Donc voilà, faut te dire, c'est de l'encadrement, c'est de l'humain, trouver des ressources, se positionner dans ce monde-là. Et puis là, maintenant, pour nous cette année, c'est aussi aller chercher des fonds traditionnels pour pouvoir, après avoir fait beaucoup de R&D et avoir préparé les services, donner une impulsion en termes de marketing importante. Mais quand je dis importante, c'est à chaque fois, c'est en centaines de milliers d'euros. Si tu veux vraiment te faire connaître,
au-delà du petit écosystème dans lequel tu es, surtout que nous qui visons des services génériques, pas que pour la communauté crypto. On n'est pas un projet DeFi, tu vois, qui pourrait se nourrir, faire connaître juste de la communauté crypto pour grandir. Et donc là, tu me parlais d'aller chercher des fonds cette année. Donc, comment est-ce que tu vas t'y prendre? Quels objectifs en termes financiers au niveau du marketing? Parce que, comme vous le savez, les potes, le marketing, que ce soit YouTube ou sur d'autres plateformes, ça coûte un bras. Imaginez une entreprise comme MyDID qui souhaite réellement à la fois être connue en francophonie, mais aussi à l'international. Imaginez l'investissement que ça demande. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette recherche de fonds? Où est-ce que tu veux aller? Bon, c'est bien d'en parler un peu parce que tu peux même aussi avoir un jugement de la communauté sur le sujet. En fait, là, par exemple, on travaille beaucoup sur présenter notre projet de manière non technique. Ouais. Bon, les gens me connaissent, ça va, ils ne peuvent pas me soupçonner de ne pas être technique, tu vois, comme patron, mais il faut qu'on explique nos services plus comme une plateforme d'engagement communautaire. Alors même le choix est un peu bizarre parce que le community engagement, c'est pas trop connoté aux États-Unis. En France, quand tu dis communautaire, déjà les gens, tu vois, ils vont penser à des choses soit identitaires, soit sectaires, presque. Ouais, voilà, tu veux vraiment plein de choses. Mais nous, ce qu'il faut qu'on explique, c'est ça, c'est qu'on est plus dans un outil de gestion de communauté, le plus automatisé possible à terme, et pour inciter des gens, à ce que leur communauté, elle puisse en fait grossir, être rentabilisée avec nos outils. Et derrière, on utilise des technologies où tu as de l'identité décentralisée, donc où tu as de l'éthique côté conservation des datas, etc. Et d'ailleurs, les gens qui ont participé au financement du projet sont en général très attachés à ces sujets-là. Sauf que ce n'est pas le sujet en fait qui vend, dans le sens, par exemple, c'est un avantage pour l'utilisateur final, oui. Mais ce n'est pas forcément un avantage pour nos clients potentiels et partenaires. En fait, nous, on est plutôt dans un B2B2C, c'est-à-dire que nos clients, ce sont ceux qui ont des communautés à gérer. Oui. Et puis l'utilisateur final, s'il a plein d'avantages pour lui, c'est cool. Oui. Mais ce n'est pas forcément ce que recherche le business qui est notre client / partenaire. Parce qu'il y ait un contrôle éthique des datas, en fait, la plupart des gens, ils peuvent te dire, moi j'ai rien à faire, ce que je veux, c'est accumuler la data sur les gens. Donc il faut que tu trouves un équilibre sur ça. Donc ce qui fait vendre en ce moment, c'est de l'automatisation et de la simplification et de l'incitation. Donc on est sur ça, sur une plateforme qui doit proposer plein de systèmes d'engagement et d'incitation à la participation pour que la communauté, tu vois, elle soit active. Pour revenir à ta question, parce que j'ai tendance à, tu vois, à t'en fais pas, c'est intéressant. Normalement, j'arrive à revenir en arrière, à revenir à mes moutons. Donc là, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on travaille beaucoup à qu'est-ce qu'on peut automatiser. Et comment est-ce qu'on présente le projet d'un point de vue moderne. Si tu dis actuellement que tu fais une plateforme d'engagement communautaire, il y en a quelques-uns qui existent, qui ne sont pas décentralisés, mais qui font les choses bien et ça peut correspondre à un besoin. Donc nous, on rajoute ces côtés éthiques et puis des fonctionnalités futures qui ne peuvent pas être faites en full centralisé. Mais dans les recherches d'automatisation, il y a beaucoup des sujets qui sont liés à l'IA. Donc on en a un petit peu parlé, mais là actuellement, quand tu es au contact du marché et justement des investisseurs, nos sujets dont on parle peu, là on est obligé de les remettre plus en avant. Donc pour te dire comment est-ce qu'on présente le projet, maintenant on le présente beaucoup plus sur un angle gamification, incitation à la participation et engagement communautaire, je te dis, sauf que le terme peut être un peu connoté en France. Les community managers, en général, ils sont très peu, trop peu, et ils sont mal outillés. Donc il y a un besoin en termes d'outils et de services sur lesquels on peut tomber. On est content de le constater, ou aussi dans les études de marché ou les choses qu'on voit sur le sujet. Mais c'est pas parce qu'ils ont des outils qu'ils ont forcément plus de temps. Donc en fait, on est sur
de plus en plus sur des sujets où on va utiliser des agents IA, enfin, ou de l'IA. Oui. Peut-être que j'en parle maintenant ou potentiellement. Enchaîne, voilà. Ouais, totalement. Quand tu crées du contenu pour une communauté, Ouais. tu dois le savoir, parce que je pense que tu dois avoir aussi, en tant que producteur de contenu, tous les outils d'IA, de génération, de sous-titres, de changement d'audio, et de traduction à la volée, il y a plein de choses extraordinaires. Dans notre système, dans l'identité et dans l'engagement communautaire, on voit de plus en plus de choses arriver, notamment dans de la proposition de contenu. C'est-à-dire que si tu décris ta communauté, on doit être en mesure de te proposer déjà du contenu typique qui pourrait être utile à ta communauté. Et puis tu as quelque chose qui va plus loin, qui est les agents IA en contact avec ta communauté. Donc on fait différents tests là sur des technologies. Ouais. Et ça va tellement vite, jusqu'à encore récemment, et c'est aussi pour ça que c'est un peu différent la façon dont on présente le projet en ce moment. Jusqu'à très récemment, si tu es une start-up et que tu veux proposer des services d'IA, en fait, tu n'osais pas trop y aller parce que tu devenais dépendant, toi en tant que start-up, d'autres start-up. C'est-à-dire que si tu te mets à utiliser l'API, peut-être de ChatGPT, parce que c'est ce qui est le plus compréhensible pour tout le monde, du coup, ça veut dire quoi? Ton service dépend complètement de ChatGPT. Tu es toi-même une start-up. Bon, ok, tu vas dire que ça atteint une masse critique, donc ça disparaîtra pas du jour au lendemain. Mais s'il y a un changement de tarif, s'il y a un changement de fonctionnement, tu vois. Donc jusqu'à récemment, nous on était prudents sur les sujets IA. Oui. Et en fait, par chance, il y a plein de projets maintenant que tu peux faire tourner chez toi dans des modes qu'on aime bien quand on est dans la cybersécu, en open source, hébergeable toi-même, paramétrable toi-même. Et donc ce que ça peut donner, je me tiens un peu loin là pour expliquer un petit peu pourquoi maintenant on peut réfléchir à ça de manière indépendante. Tu peux avoir des agents. Donc en gros, nous c'est ce qu'on veut proposer à terme. Hein. C'est que dans ton espace de gestion de communauté, tu puisses dire j'ai des réseaux sociaux. Nous, comme ce qu'on propose, c'est de l'incitation, de la gamification et des différentes façons de récompenser les gens. Donc, soit avec des badges qui correspondent à des accomplissements, un peu comme des accomplissements de gamers, en gros. C'est mon côté geek qui revient. Ça peut être des points qu'on a mis en place qui sont plus des points de fidélité. Là, on travaille aussi sur des points d'expérience et du leveling, ce qui marche aussi côté gamer, mais qui a dépassé largement ce cadre-là qu'on voit un peu partout. Et ça va te prendre du temps de donner ces différents systèmes de récompense et d'identifier les gens qui méritent ces récompenses. Donc, une des solutions que tu peux faire avec des agents IA, et qu'on commence à voir, c'est on leur donne accès aux réseaux sociaux. Et ils font deux choses qui demandent du temps et qui sont très ennuyeux à faire, c'est être à l'écoute et faire des propositions. Donc là, les tests qu'on fait, c'est avoir la capacité d'être sur un canal public, de regarder les gens qui sont actifs, et éventuellement que cet agent te dise, voilà les gens actifs, ils sont actifs de telle manière, est-ce qu'on ne pourrait pas présenter une incitation à faire de même, ou à récompenser les gens qui sont actifs, etc. Donc voilà, je me suis un petit peu encore éparpillé, mais en fait, de la proposition de contenu, en termes de création de badges, etc. Les créations de visuels aussi. Les badges ayant des visuels, l'IA, ça c'est l'usage que tout le monde comprend très bien depuis Midjourney. Et puis, ce qui est un peu plus touchy et R&D, c'est l'écoute. Et l'écoute dans le sens, tu peux même rentrer en contact avec le community manager en termes d'agents. Je ne veux pas dire que tous les community managers perdront leur boulot, c'est juste qu'ils ils auront plein de notifs qui leur mâchera le travail sur des choses qui sont très consommateurs en temps. Et donc, ces agents IA pourront aider à l'écoute et aider à la diffusion des systèmes de récompense. Donc, je reviens à mon mouton. Donc, la présentation du projet s'oriente vers celle-là, qui est plus une plateforme où tu as de l'engagement et différents systèmes d'engagement de communauté pour que les gens restent actifs dans ta communauté, qui est de la croissance. Il y a un terme aussi en termes de coût d'acquisition, ça s'appelle l'anti-churn. C'est-à-dire que
le churn, c'est la tendance que tu peux avoir à perdre des gens dans une communauté parce qu'ils se désengagent, parce qu'ils sont dans plein de communautés, etc. Donc, pour éviter que tu perdes ces gens-là, il faut que tu sois en engagement constant. Ouais. Donc voilà, on est sur cette idée-là, d'être sur tous ces sujets qui font qu'une communauté doit rester active et incitée à participer. Voilà. Donc la présentation du projet s'oriente un peu plus sur cette idée-là de plateforme d'engagement, de communauté, d'incitation, de gamification, tout un tas de choses de cet ordre-là. Et avec voilà, des sujets liés à l'IA et aux agents IA sur lesquels on travaille actuellement, dont on reparlera voilà, prochainement. Ouais, de l'automatisation en gros et de la facilitation de travail pour tout ce qui va être community manager, gestion de réseaux sociaux, etc. Oui, on sait que c'est pas évident et je pense même aussi qu'il y a peut-être une différence culturelle. C'est aux États-Unis, il y a peut-être un peu plus de postes de community manager même qu'en France. Comme nous, on vise aussi et ça peut être un différenciant par rapport à d'autres projets qui font du community engagement. Nous, on vise de la petite structure à la moyenne structure. Je veux dire, on serait très content de travailler avec des grosses structures, on essaiera, mais c'est quand même et surtout en France, c'est des marchés qui sont très chasse-gardés, ou ne serait-ce que se faire référencer comme un prestataire de service. Dans les grandes boîtes, c'est souvent des gens qui sont déjà installés, qui sont déjà des prestataires, qui proposent de la nouveauté plutôt que de nouveaux acteurs. Ou alors tu crois que c'est des nouveaux acteurs, mais en fait c'est une spin-off d'un copain. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Voilà. Ok. Donc là, l'objectif, ce serait d'approcher ces boîtes ou d'approcher, comme tu disais, les community managers déjà existants pour leur permettre d'utiliser le service MyDID pour leur faciliter le travail et alléger, parce que comme vous le savez certainement, hein, tout ce qui est création, enfin engagement de communauté, on est sur quelque chose de très très chronophage. C'est la solution apportée. On était aussi sur l'identité décentralisée. Donc j'avais donné en exemple LinkedIn. LinkedIn sur lequel n'importe qui peut noter des compétences, se créer des comptes à côté pour valider ses compétences et se créer un profil ou un CV totalement faux. MyDID résout ce problème aussi. Alors, il y a une partie des gens qui travaillent sur l'identité décentralisée qui travaillent sur l'anti-fake identité, on l'appelle comme on veut, le fait de ta capacité à mentir. Et puis la notion de irréputation au sens large. Ce qui est un sujet transverse dont on entend parler sur, tu vois, quand tu réfléchis. Si on pouvait vérifier les projets, on aurait peut-être moins de fake news parce qu'on saurait plus davantage qui partage que quoi, est-ce que les gens sont compétents. Voilà. Je pense que ça, c'est des utopies à long terme. Et en fait, je ne veux pas mentir, on a aussi découvert des choses culturellement quand on s'est frotté à des marchés. Je connais 2-3 projets que je trouve vraiment très sympas et je les re-rencontrés récemment qui travaillent sur ces histoires de CV un peu certifié. Mais de toi à moi, culturellement, en France, quand on a commencé à se renseigner sur s'il y avait vraiment des besoins, en fait, la plupart des boîtes ne vérifient jamais les CV. Donc, en fait, moi, je suis pour travailler sur plein de sujets qui sont passionnants comme ça. Mais il faut qu'il y ait puis surtout, quand tu vas commencer à présenter ton projet à des gens, notamment dans une optique de levée de fonds, ou d'expliquer médiatiquement quelle est ta place, si tu leur parles d'un sujet auquel tu ne crois pas, parce que je te dis, je les aime bien, les gens qui passent sur ces sujets-là, mais il faut vraiment que tu aies des contacts préétablis. En gros, peut-être des grosses boîtes de recrutement qui, elles, font de la vérification de parcours et de CV, mais la plupart du temps, ça ne se fait pas. Voilà. Donc, il n'y a pas forcément un marché pour ça. Là, on parlait du marché LinkedIn. Et après, LinkedIn, c'est un peu l'avantage des géants, parce que LinkedIn, c'est Microsoft. Des fois, les gens ne font même pas le lien, mais ils ont été rachetés. Il tue un peu le marché, parce que c'est de facto le géant, avec des façons de faire très bizarres. Dans la cybersécu, plein de gens ont plein de profils LinkedIn pour plein de raisons. Donc c'est vraiment une banalité d'avoir des faux profils, et tu as aussi même une forme de travail de la e-réputation qui n'est pas forcément
condamnable. Si tu demandes une recommandation d'un pote sur une compétence, est-ce que ton pote, quand il te fait la recommandation, est-ce que c'est un juge objectif? Non. Donc pour te dire, c'est un sujet sur lequel on peut aller. C'est-à-dire qu'on propose à n'importe quel organisme qui serait chez nous, quand il émet un credential, enfin un badge, que ce soit vérifiable, et que donc du coup les gens qui veulent vérifier ses compétences ou ses parcours puissent le faire. Est-ce qu'il y a vraiment une grosse demande sur ça? J'en doute un peu. Ok. C'est que techniquement on peut le faire. Oui. C'est possible que parce que justement on a eu beaucoup de fake news, beaucoup de fake profils, et qu'avec le temps il y a de plus en plus de demandes, mais c'est possible que tu aies un mélange des deux. Je donne un exemple pour LinkedIn. Sur LinkedIn, parfois tu as ton profil, et puis tu as un truc qui s'appelle certification, ou des choses comme ça, où là, en fait, tu as différents supports de façon de faire, de pointer vers une certification. Mais il y en a un qui s'appelle Open Badge, et notamment le Open Badge V3, c'est de l'identité décentralisée. Si tu cliques dessus, tu vas sur un site qui te dit je te présente des infos, et oui, j'ai fait un parcours de vérification. Donc, pour te dire que la solution n'est pas forcément d'être un anti-LinkedIn ou de se positionner au niveau de LinkedIn, puis surtout, ce serait très prétentieux, mais qu'on fasse partie des outils qui permettent d'améliorer certaines vérifications, éventuellement sur des sujets que tu peux poster sur LinkedIn. Nous, c'est le cas actuellement. C'est quand tu as dans l'application, tu vois que tu as un badge, tu peux dire partager, tu obtiens un lien, et ce lien, tu peux le mettre dans ton profil LinkedIn. Dans ce cas-là, quand tu cliques dessus, je crois que ça s'appelle Badge Checker, je ne sais pas si on a renommé, mais en gros, tu as un service web chez nous, mais qu'on rend disponible à d'autres personnes, pour faire ce parcours de vérification. Dire, ok, il y a un badge, est-ce qu'il a bien été émis par quelqu'un, donc il y a eu un profil public sur blockchain, toutes ces choses-là, nous, on sait aussi accompagner des gens qui peuvent chercher ce type de solution. C'est-à-dire que quand tu es dans une startup tech, tu as de toute façon tes services, et puis aussi tu es en contact avec des gens qui t'identifient comme des early adopters ou des early makers, faiseurs sur le sujet. Et parfois, il pourrait y avoir des coopérations techniques sur est-ce qu'on utilise tes services indirectement, pas forcément via l'appli. Et là, on l'a pas encore rendu complètement public. Enfin, on peut maintenant parce que l'URL est trouvable. On a, je crois que ça s'appelle swagger.mydid.com. On commence à rendre public une partie de notre API qui est utilisable par des services qui voudraient utiliser notre capacité à créer des badges, des utilisateurs et tous les services qu'on a, sans forcément passer par notre application mobile. Ça, c'est aussi un gros sujet cette année, c'est en même temps que de faire de la promotion de nos services clés en main, de faire la promotion de services d'intégration. Voilà. Ok. Je souhaitais rebondir du coup sur ces objectifs de l'année 2025. On a vu, et la communauté l'a souligné, comme quoi il y avait un peu de retard sur la roadmap 2024. Et donc là, où est-ce qu'on se base sur ces objectifs 2025 en termes de roadmap et ceux qui n'ont pas encore été atteints en 2024? Oui. La roadmap, c'est un excellent moyen de te planter. En termes d'annoncer des choses, et tu es en retard. Donc, comme n'importe quel projet tech, on a annoncé une roadmap sur 2024, on n'a pas réussi à atteindre tout ce qu'on voulait. Parce qu'en plus, en cours de route, tu as des choses qui sont demandées par des gens que tu rencontres, et puis toi-même, tu vois que tu as une actualité, et tu dis qu'il faut que je rebondisse, il faut que je teste tel techno. Bon, voilà. Donc, normalement, quand tu auras fini de monter cette vidéo, je pense qu'on aura une nouvelle version que tu pourras partager à ce moment-là de notre roadmap 2025, qui reprendra éventuellement les sujets sur lesquels on est en retard sur la roadmap de 2024, et qui correspondra aussi peut-être un peu plus à ce que j'ai commencé à t'annoncer, qui est de ce changement de position et des évaluations techno, notamment sur l'IA. Donc, réponse franche. Oui, on a annoncé plein de choses, on a bien avancé, sincèrement, je pense qu'on a vraiment bien avancé sur plein de sujets. Il y a des sujets sur lesquels on était en retard, et
on doit refaire une priorisation des tâches. On doit réannoncer ça à la commu. Donc je te dis d'ici, normalement quand ta vidéo sortira, tu pourras pointer vers une nouvelle version de la roadmap. Ça marche. De toute façon, dans le montage, je rajouterai la petite roadmap qui est sortie. Super timing. Ok, donc la roadmap est en cours et les objectifs 2025 vont être affichés. J'ai vu aussi, j'ai participé à l'airdrop personnellement. D'après les retours de la communauté, j'ai vu qu'il y avait eu quelques difficultés. Moi, personnellement, j'en ai pas vu. Je veux dire, j'ai pu valider les étapes relativement facilement. Mais cet airdrop a été critiqué par rapport à ce montant, 30 000 cils d'offert. Pourquoi être parti? Tu me l'as déjà expliqué tout à l'heure, mais si tu peux reprendre la même explication, parce que je suis certain que tout le monde comprendra. Il y a un petit historique sur... quand tu fais une plateforme d'engagement communautaire, une des premières choses que tu cherches à faire, c'est que les gens rejoignent tes réseaux sociaux. Même si des fois c'est un peu compliqué parce que tu aimerais avoir un endroit où les gens sont actifs et pas 36. Bon, voilà. Mais en tout cas, il y a cette notion d'interagir sur les réseaux sociaux. Quand tu fais un airdrop, ce que tu essayes de faire, c'est aussi ça. C'est que les gens interagissent avec toi sur les réseaux sociaux. Quand on avait une idée que dans la roadmap, on devait faire ça. Et on avait aussi cette idée qu'on devait faire un airdrop. On avait proposé du staking, on a dit qu'on arrêterait d'en proposer, donc on s'est tenu à ça. Dans les usages, on est assez prudent sur les usages du SEAL pour pas justement inonder le marché de SEAL. Par contre, on trouvait ça intéressant effectivement de proposer un airdrop. On avait réfléchi à le faire via Zilli, les anciens de Crew 3, qui sont très bien, qui sont un peu chers mais qui prévoient tout un tas de sujets sur lesquels on ne va pas aller. Donc on s'était posé la question de faire ça, ou de passer du temps un peu plus rapidement que prévu. Et pareil, là encore, tu perturbes ta roadmap, mais pour proposer le service en interne. Et toi, tu n'as pas eu de problème parce que tu es arrivé sans doute à un moment où on avait corrigé des soucis à la va-vite. Donc en gros, on savait qu'on allait expérimenter des choses. On avait fait des tests, comme je t'ai expliqué, pour utiliser l'API Twitter de manière un peu smart pour ne pas avoir trop de surcoûts. On avait fait des tests avec notre opérateur télécom, avec 2 opérateurs télécom pour l'envoi des SMS, pour faire des vérifications, pour reprendre des sujets aussi de KYC qu'on avait un peu abandonnés. Mais en fait, pour faire ça, dès que tu dépasses les quelques tests que tu fais où tout va bien, bah, tu sais que tu vas morfler en contact avec la réalité, ce qui n'a pas manqué. C'est là qu'on a vu qu'il y a certains seconds facteurs Twitter qui étaient demandés d'une certaine façon, que notre interface en tant qu'expérience utilisateur UI ne matchait pas, donc c'était pas possible, donc les gens ont dit je suis coincé. Et en fait, dès que tu as un enjeu en termes de token, en plus les gens sont stressés avec des dates, etc. Donc on savait qu'on allait expérimenter des choses. Notre opérateur télécom, quand il a vu qu'il y avait une montée en flèche de SMS envoyés à plein d'endroits différents avec un lien dedans, ils ont coupé le service, ce qui fait qu'on est revenu au code. Donc, juste pour te dire, c'était très utile pour nous, pour l'airdrop, d'introduire une notion de quête, c'est-à-dire des étapes auxquelles tu incites ta communauté, enfin des différents individus à participer. Ouais. Tu as des intermédiaires comme voilà, l'API Twitter, ton opérateur telco, etc., qui, dans les faits, marchaient très très bien lors de tes tests. Et puis, sur le terrain, tu rencontres des choses. Donc, on a commencé par une incitation en termes de token qui était assez faible. Oui. On a fait donc cette première correction en mode galère et puis c'est vraiment tu penses à corriger un bug, il faut que tu prennes en compte le circuit de validation que tu as au niveau des stores qui est très pénible. Donc il y a en gros, tant mieux, tu n'as pas eu de soucis. On sait qu'il y a plein de gens qui n'ont pas eu de soucis, mais on a eu d'autres qui se sont retrouvés dans une situation où nous, ça nous a aidé à débugger un service mis en prod. Évidemment que c'est en termes de support, et les gens ont un peu souffert chez nous. Les utilisateurs ont un peu souffert aussi à utiliser le service qui était naissant. Mais l'idée, c'est qu'avec le temps, on propose d'autres airdrops. Même les prochaines sections, les rewards seront un peu supplémentaires, seront un peu plus élevés.
Puis même, on avait fait assez peu de promotion de cette première période d'airdrop, parce que justement, on ne voulait pas non plus qu'il y ait plein de gens qui viennent, et qu'on ait encore moins de capacité à corriger les bugs et plus d'ennuis. Oui. En gros, oui, il y a plein de gens qui n'ont pas eu de soucis. Oui, il y a quand même eu des gens qui ont eu des soucis. Nous, on a eu des soucis avec nos façons de faire, nos prestataires. Voilà, nos 2 prestataires, ils ont demandé plus d'infos sur nous comme clients, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. En plus, s'ils voient rapidement que c'est lié à un projet crypto, les opérateurs, ils stressent d'autant plus, parce que Oui. tu vois, tu peux être un scam. Même si on l'avait montré patte blanche, après, ils nous ont demandé plus d'informations. Donc là, on a fait toutes ces étapes-là, qui est de rentrer durement au contact de la réalité, et dans des étapes futures, on va faire d'autres types de quêtes avec d'autres montants de rewards. Voilà. Ouais, et puis ce qu'il faut savoir, c'est que, comme tu me le disais tout à l'heure, hein, l'API Twitter, tout ça, ça vous coûte cher aussi aux entreprises. Alors, sans rentrer dans les détails, si tu utilises l'API Twitter comme c'est entendu tout le temps, ça va te coûter très 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 cher. Ouais. Et après, tu as des moyens d'optimiser les coûts pour ne pas payer tout ce que tu devrais payer à Twitter. Ouais. Et tout le monde fait ça. Ouais. Mais c'est des façons un peu détournées. Et donc, du coup, tu as d'autres soucis. Ouais. En fait, la reprise en main de Musk chez Twitter fait que, en gros, du support, tu n'en as pas. De la qualité de ton intervention de rétablissement, tu n'en as pas. Par contre, tous les tarifs ont explosé. Donc voilà, il faut trouver des solutions un peu smart. On les a trouvées, mais on a expérimenté des choses aussi sur le terrain qui ont fait que voilà, on a des fois on s'est retrouvé coincé. Notamment voilà, certains seconds facteurs pour les comptes Twitter. Ouais. Ouais. Mais en fait, tu vois, à mon avis, la communauté voit un airdrop comme quelque chose de simple à mettre en place, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Enfin, tu vois, en tant qu'utilisateur, comme je te disais, l'airdrop du SEAL, je l'ai fait hyper facilement. Et on se dit, ouais, bah c'est cool, j'ai des tokens gratuits, tout va bien, tu vois. Mais on ne se rend pas compte, à nouveau, du travail qu'il peut y avoir derrière. Et je pense que la communauté, bien que la plupart de votre communauté est hyper bienveillante et vous avez un beau soutien, mais certains de la communauté se rendent simplement pas compte du taf qu'il y a derrière au niveau du projet. Et en plus, moi, c'est impossible. Tu peux pas demander ça aux gens, en fait. Tout à fait. Et puis, c'est normal que les gens gueulent quand quelque chose ne marche pas. En fait, c'est une espèce de galère traditionnelle auquel tu n'échappes pas quand tu mets n'importe quel service en production. Ouais. Moi, j'appelle ça le dur contact avec la réalité, quoi. Voilà. Ouais. Et donc là, ta vie actuellement, c'est régler des problèmes et faire avancer le projet avec toute cette équipe. Ouais, parce que je ne vais pas non plus usurper la place de gestion de tous les soucis et correction des soucis qui incombent plus à Imad chez nous, Ouais. le directeur technique. Mais oui, une grande partie là de notre actu qui était liée à cette première phase d'airdrop, c'était ça. Mine de rien, il y a aussi quelque chose qui va prendre plus de place dans l'application et dans la création côté community manager ou gestionnaire de communauté, c'est cette notion de quête. Ouais. Parce qu'en fait, là, on te demande de faire quelques petites actions et tu as un reward en token. Ce système de quête, il doit être généralisé, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir demander plus de choses à faire, différentes choses à faire à l'utilisateur pour obtenir différents types de rewards. En gros, c'est pas forcément du token seal. Oui. Ça peut être éventuellement ça pourrait être d'autres tokens, d'autres projets crypto, mais on veut pas trop aller sur ça pour le moment. On est en discussion, mais en fait l'idée c'est que d'abord on mette en avant le token seal avant de mettre d'autres tokens. Et puis, mais quand tu dis que tu sais distribuer des tokens dans un airdrop, ah oui, puis tu expliques aussi que tu as fait ça pour contourner un peu d'autres services qui sont payants, plus les gens viennent te voir. Mais dans les rewards que tu peux avoir, donc ça peut être des badges, en gros des formes de reconnaissance diverses, ça peut être des points de fidélité. Chez nous, on est en train peut-être dans la prochaine version, on l'a fait tester à différentes communautés et on va le rendre public. C'est-à-dire que quand tu crées un badge, tu peux dire que c'est un badge qui correspond à un achievement. J'en sais rien, moi, le fait que effectivement tu aies suivi quelqu'un sur son compte Facebook.
Mais tu pourrais aussi associer des points de fidélité, loyalty ou des points de communauté qui seront éventuellement, eux, dépensables. Oui. À terme, on aimerait avoir un shop. Alors, on ne sait pas à quel point c'est intégré dans nos services ou à l'externe. C'est-à-dire que tu puisses soit en fait faire une économie autour de ces points. C'est-à-dire que ça peut être, quand tu es un influenceur, dire ces points, vous pouvez les acheter même pour me soutenir. Oui. Vous pouvez aussi gagner ces points en faisant différentes actions. Et ces points sont dépensables sur un site, voilà, soit un espèce de shop qui est intégré à notre application, soit un shop qui sait interagir avec les points. Donc on est en train de regarder ce qu'on peut faire de ce côté-là. Donc je dis des badges, des points d'expérience dans une notion de leveling. Voilà, donc ce système de quête qui fait partie des services d'incitation à la participation, il faut qu'on travaille davantage. Et en fait, l'airdrop a été le premier endroit ou moment où on a travaillé sur cette notion de quête, là où tu vois, tu as un certain pourcentage, tu as différentes actions à faire pour débloquer. C'est un grand classique dans l'incitation, la gamification. Jusqu'à maintenant, on n'en avait pas fait. Donc ça a été aussi l'occasion de mettre ce système en place, en plus de l'airdrop. C'est pour ça que l'airdrop, ça a été l'occasion de tester plein de choses et de créer plein de nouvelles choses. Oui, ok. Question un peu plus légère. Tu as dit que tu étais un geek. Tu geeks sur quoi? Le problème, c'est que je tombe dans les rabbit holes de tous les trucs à la mode. Okay. Voilà. Alors avant, j'étais un gamer. Maintenant, j'ai plus le temps. Voilà. En ce moment, j'achète des jeux et je me dis que j'y jouerai dans 1 mois ou 2. J'achète un nouveau jeu 1 mois plus tard et j'ai toujours pas. Voilà. Donc j'ai une bibliothèque de jeux auxquels je jouerai dans je ne sais pas quand. Et en termes de geek, moi. 2012-2013, j'ai dit, je tombais dans le Bitcoin et dans tout ce qui est venu après. Et en termes de choses qui sont un attrait de geek et qui correspondent à la boîte, c'est même pas calculé, c'est la folie de tout ce qui est autour de l'IA. Okay. En fait, c'est un nouveau rabbit hole. Je pense que, d'ailleurs, moi je viens d'avoir 50 piges en fait. Donc j'ai vécu j'ai installé les premières sécurités sur les premiers serveurs web quand j'avais 20 piges. Ouais. 30 piges, j'ai vu le web 2. Je l'ai même mal vu, je l'ai même pas vu arriver. J'ai même pas compris l'importance que ça avait à l'époque. J'en ai même pas profité professionnellement, tu vois. C'est un truc. Voilà. Après, j'ai découvert à 40 le web 3, le Bitcoin et toute la folie qu'il y a autour. Et là, je pense que notamment sur les créateurs YouTube, il y a et tant mieux, hein, parce que quand tu es passionné, tu trouves du contenu, mais les sujets de l'IA sont en train d'exploser un peu partout. Et c'est un point commun entre l'actualité de l'entreprise et ma folie de consommateur de sujets geeks. Ouais, les sujets liés à l'IA sont assez importants. Donc, voilà, donc j'aimerais dire que j'ai plus de loisirs de geek. Là, je suis plus sur des sujets qui un peu pro, mais qui sont super, super passionnants. Voilà. Ouais. Les mélanges Web 3 et, on va dire, Web 4. Okay. Web 5, les gens disent cette idée. Il y a un terme que je commence à utiliser aussi. C'est le web agentique. C'est-à-dire le fait que là, par exemple, je ne sais pas si tu as l'habitude d'utiliser des moteurs de recherche qui ont un système d'IA intégré. Ça m'arrive. Voilà. Mais que ce soit le copilote de Bing ou Aria dans Opera, enfin, tu as différents endroits, quand tu commences à rentrer là-dedans, tu utilises de plus en plus une IA pour te fournir du contenu. Pas le recherche, oui. Pas le truc classique, si tu fais ta recherche Google, tu as 10 résultats, tu fais shift-click pour ouvrir tes 10 onglets et puis tu essayes de te faire une idée. Il y a eu une espèce de web, je ne sais pas comment on peut l'appeler, ou Google, où on essaie de te mâcher les réponses pour te les fournir, au détriment d'ailleurs des créateurs de contenu. Des fois, tu avais une espèce de résumé. Maintenant, de plus en plus, c'est un agent IA qui te fournit ces solutions, qui te ces réponses. Et tu as de plus en plus des systèmes de reporting comme ça. Ensuite,
on a vu ces agents sur le système de support, où tu es en support de chat. Oui. Et moi, je dis, le sujet auquel je crois, c'est que en termes de gestionnaire de communauté et d'interface entre une communauté et un projet au sens large, l'avènement, à mon avis, des agents qui t'aident à se mâcher ce travail va être important. Je rebondis un petit peu à ça parce que je pense à toi côté YouTube. On travaille avec quelques testeurs côté YouTubeurs et Twitchers. On dit pas Twitcher. Comment est-ce qu'on dit Je t'avoue que je suis pas consommateur de Twitch. On va dire diffuseur en live à travers une communauté. Streamer. Streamer. Voilà. Après, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand même très Twitch, parce qu'il y a Kik, il y a tout ce que tu veux, mais pour ça je dis Twitcher. En gros, c'est des streamers sur Twitch. En fait, quand tu as une communauté qui est récurrente, très souvent, c'est prisonnier du système intégré que tu rejoins. Donc Twitch, tes utilisateurs Twitch, que tu connais sans doute mieux d'ailleurs que dans une communauté YouTube, où t'as les commentaires, mais t'as moins d'interaction directe, facilitée. On réfléchit à ce qui peut être utile sur des communautés de gens qui sont des influenceurs, producteurs vidéo, au sens large. Et ce qui est difficile, c'est de se greffer justement sur ces systèmes qui sont en général très fermés. Voilà. On a vu quelques petits outils qui arrivent à faire ça. Donc là, on essaie de regarder comment est-ce qu'ils font pour copier certains, pour travailler sur des passerelles avec ce monde des streamers. Ouais, mais d'ailleurs, j'ai vu que Twitch avait fait un article qui parlait de MyDID en disant que c'était une belle innovation et que ça servirait pour le streaming. Un article qui est sorti il y a 4 mois, je vous le mettrai en vidéo juste là. Ouais, d'ailleurs, je ne sais pas s'il est encore disponible. C'était sur un site de news avec qui on était rentré en contact. On a comme je t'ai dit, on pense que ça a de l'avenir, parce qu'en fait, les gens qui sont des diffuseurs de contenu vidéo sont effectivement demandeurs d'outils pour animer une commu. Nous, en plus, ça se fait de manière très simple. Donc, le principe de rentrer dans l'écosystème MyDID, c'est généralement, tu as un QR code, tu le scannes avec ton téléphone, le QR code, regarde si tu as l'appli installée, si tu ne l'as pas, il te redirige vers le store, et une fois que tu l'as installé depuis le store, tu es de nouveau dans le contexte du badge initial, et il t'est présenté tout de suite. Donc, voilà, c'est vraiment... Donc, ça se prête très bien en termes d'intégration à quelqu'un qui sait diffuser de l'image, une émission de vidéo. Il suffit d'incorporer le QR code, et puis tu peux très bien dire, si aujourd'hui vous êtes participé à mon live, en scannant le QR code là, vous recevez votre preuve de participation à ce live. Tu vois, c'est assez simple quand tu fais du contenu visuel, même si c'est très low-tech pour le QR code, c'est juste un système de lien. Voilà. Tout à fait. Mais toi, tu peux participer à ce type d'intégration. Ouais. Je me souviens plus de ta question. Non, c'était pas une question, mais je mettais en avant le fait que Twitch vous ait mis en avant par rapport à... En fait, c'est un sujet sur lequel on aimerait travailler davantage. C'est logique, puisque tu as une gestion de communauté. Et après, là, il faut qu'on trouve notre place. C'est-à-dire qu'on explique aux gens à quel point ça peut être simple, comme je t'ai dit, avec le QR code, et qu'on regarde de manière un petit peu générale tordue, savoir ce qui est possible via les API. Oui. Là, on travaille, c'est pas complètement lié, mais j'en parle un petit peu. On avait plus le temps de s'en occuper, donc on l'avait un peu mis de côté, mais on retravaille dessus. Là, c'est l'intégration à Discord. C'est pareil, tu as des outils de gestion de communauté qui ont des contraintes fortes sur la façon de faire. Il y a des API, il y a un peu d'ouverture, et il faut se cadrer dessus. Ouais. Donc là, par exemple, il y a un petit plugin pour les gens qui streament, pour avoir, pendant qu'ils streament, une personnification des membres de ta communauté. Okay. On sait ils arrivent à faire ça, pour des gens qui font des solutions à l'extérieur. On a vu l'API, en plus qui change tous les 6 mois, c'est pour faciliter les choses. Et on étudie les outils qui arrivent à se greffer pour pouvoir faire de même. Donc il y a un travail important qui est, tu as tes services,
ok, mais c'est nouveau cette façon de faire. Même le QR code, c'est pas nouveau. Hein. Enfin, les gens en ont beaucoup souffert sur le Covid. Les gens qui connaissaient pas le QR code, ils en ont souffert à cette époque-là. Mais ils ont des habitudes. C'est pour ça que quand on parle d'agents d'IA, c'est pour aller chercher des gens qui ont déjà un canal WhatsApp, un canal Telegram. Voilà. Le plugin sur Discord, c'est pour aller chercher des gens qui sont sur Discord. Et des gens qui seraient sur Twitch, qui ont déjà une communauté d'utilisateurs, c'est essayer de se greffer justement pour faire le lien. Il y a un terme, avec un potentiel ami partenaire, là, on va peut-être faire un article commun là-dessus, c'est le Web 2,5, qui est, t'as tout l'univers du Web 2 qui est gigantesque et qui a plein de facilités. Tu as le Web 3, qui est super sympa d'un point de vue même philosophique et politique. Ouais. Mais par contre, c'est beaucoup d'early adopters ou de gens qui vont focaliser sur peut-être sur le trading ou sur enfin tout un tas de choses qui font que c'est pas encore aussi grand public que le Web 2. Et il y a un travail à faire pour faire les passerelles entre ce Web 2 et le Web 3. Donc c'est le Web 2,5. Je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à l'employer. Peut-être que j'ai inventé un truc. J'ai vu qu'il y a d'autres personnes qui l'employaient. Donc je pense que j'en reparlerai dans un article à venir sur faciliter l'accès aux technologies Web3. Ouais. Nous, on fait partie des gens qui facilitons l'accès à l'identité décentralisée, qui utilisent des blockchains publiques, blablabla. La création de comptes est facilitée. Même, tu vois, il y a encore ce système de 12 mots. Nous, on incite les gens fortement, on le fera peut-être encore plus davantage, à faire un backup sur ton cloud depuis ton appli. Ouais. Donc, tu vois, tu es en Web3, mais quand même, tu as un backup sur un GAFAM. Je sais pas, on dit plus. Non, GAFAM, c'est l'ancien terme, mais un des géants du net. Oui. Donc, c'est un des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Et il y a pas mal de sujets sur le account abstraction. Vous avez peut-être entendu parler de ça. C'est comment onboarder les prochains milliards d'utilisateurs. Donc, on travaille aussi sur ces sujets-là pour que, au niveau des API, au niveau de la création de comptes, ce soit toujours le plus simple possible. Je t'ai fait un peu le tour de tous les sujets d'intégration et de passerelles. Je parle souvent de passerelles et de tunnels, c'est-à-dire les choses que tu rends visibles, puis il y a les choses que tu fais en douce avec des acteurs. Tant que tu n'en parles pas, tant que tu n'es pas prêt. Ouais. Donc là, tu étais en train de me parler de l'utilisation de MyDID, pourquoi pas sur Reddit, sur Twitch, etc. Tout ça, on est en train de parler, entre guillemets, sans trop s'avancer, de partenariat à l'international. Je sais qu'on vous reproche pas mal d'être centré uniquement francophonie. Donc là, qu'est-ce que ça peut être par l'avenir, les différents partenariats que MyDID pourrait débloquer? Ouais, même récemment, nous on a hésité entre, tu vois, à communiquer en anglais et en français. Oui. Et tristement, il faut être réaliste. Notre communauté, elle est très francophone pour le moment. Donc c'est un peu bizarre de ne pas communiquer en français quand tu sais que ta communauté est essentiellement francophone. Oui. Donc on a décidé, et d'ailleurs il y aura peut-être petits renommages dans les canaux Twitch, et Twitter et autres, mais on a décidé de repasser en français et de dire qu'il faut qu'on arrive à convaincre des acteurs francophones, puis je pense que les gens sous-estiment la francophonie, le côté international de la francophonie. Alors, on est plutôt maintenant sur cette idée de communiquer en français, d'avancer sur la partie francophone, avant d'aller chercher de la communication à l'international. Toujours dans l'idée, comme on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, ça a un gros coût. Nous, on a tardé un peu, certainement, pour l'effort marketing. Donc ça fait que quelques mois qu'on a vraiment pris 2 personnes que tu as rencontrées, là, Sophie et Jonathan, côté marketing, et qui doivent incorporer non seulement en général l'univers Web3 au sens large, plus tout ce qu'on a fait, et tout ce qu'on a fait dans un désordre anarchique sympathique. Ouais. Mais donc là, ils doivent remettre à plat tu vois, la charte graphique. On a les petits paquets qu'il y a à l'entrée, là, c'est notre stand qui est démonté. On a fait pour la première fois un premier stand avec un nouvel univers graphique. On est en train de... On avait 2 chartes graphiques qui ont été faites à 2 endroits différents qu'on fait maintenant. Donc, pour le côté
effort de communication à l'extérieur, parce que je n'oublie pas ta question sur le côté international. Donc on est redevenu un peu plus humble dans ce qu'on essaye de faire. C'est on essaye d'apporter de la cohérence en termes de la communication, qu'on ait le même look sur le site, les flyers sur lesquels on a commencé à travailler, notre stand, travailler en francophonie. Même les gens qu'on voit, qu'on rencontre pour des partenariats ou pour de l'investissement dans un premier temps, c'est beaucoup de gens dans des communautés francophones. Donc voilà, pour te dire, on ne perd pas l'ambition d'être à l'international. Et puis des fois, ça ne se calcule pas. Tu rencontres quelqu'un sur des salons ou qui sont déjà eux internationaux. Ou des fois, tu rencontres des gens que tu crois être internationaux et qui sont français. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire « Ah, mais vous êtes français ?» Voilà. Et il y a des gens qui nous ont dit ça aussi, parce qu'ils ont dit « Ou alors, est-ce que vous êtes suisse ?» Donc, tu vois, le côté international, il peut se faire de manière même non réfléchie. Mais c'est pareil, si tu vas à l'international, il faut que tu aies un support à l'international. Oui. Donc ça veut dire que tu prennes des gens qui parlent les langues à l'international. Tu peux dire bah, c'est de l'anglais, bah, oui, mais même simplement avoir des gens qui savent communiquer en anglais, c'est pas, enfin, en plus du français. Donc on est plus dans la retour sur la francophonie, convaincre des gens dans la francophonie avant de passer à l'international. Et puis comme je t'ai dit, l'international, enfin, que ce soit même en termes francophones ou à l'international, les coûts sont tellement importants. Et puis surtout, ça te fait mal quand tu as l'habitude de dépenser de l'argent sur les trucs tech. Faut lutter contre ça. C'est le côté de dire non, mais le marketing, c'est méga important. Il faut du fonds, mais il ne faut pas le faire à moitié. Et si tu ne veux pas le faire à moitié, en fait, il faut des gros budgets. Et pour que tu aies des gros budgets, en général, il faut que tu aies trouvé ton market fit. Donc, ça veut dire que tu as réussi à convaincre des gens de t'accompagner sur ça. C'est pour ça qu'on est dans le cadre d'une levée de fonds aussi pour faire ça, pour avoir une force de frappe en termes de marketing plus importante. Donc voilà, pour répondre, j'essaie de résumer. On est un peu en retour sur la francophonie. Oui, on peut nous le reprocher si on veut, mais il faut être réaliste. On a une communauté qui est très francophone. La plupart de nos contacts sont francophones. On ne veut pas multiplier non plus les coûts en termes de support et tout tas de sujets connexes à ça. Donc on reviendra à l'international quand on aura passé cette étape, levée de fonds et, comme j'ai dit, remise à plat aussi de notre communication qui est encore un peu, on va dire, trop diverse et pas assez cohérente. Oui. Mais c'est le boulot du duo du marketing qu'on a pris récemment. Oui. Et qui nous font la leçon régulièrement en disant il faut rendre ça plus cohérent. Voilà. Donc je compte sur eux pour nous taper sur les doigts, y compris quand il le faut, pour que ce soit plus professionnel depuis l'extérieur. Oui, tu vois, c'est drôle que tu en parles parce que c'est pareil, j'ai embauché pour ma chaîne YouTube un graphiste il y a 2 mois de ça. Et lui, c'est pareil, il m'a dit tes miniatures, faut qu'on change ça, faut qu'on rende tout plus cohérent. C'est pour ça que ça me faisait un peu sourire. Faut que tu es là actuellement sur nos réseaux sociaux. Tu posais la question, la plupart des gens là, c'est une équipe de gens à plein temps que tu rencontres ici. Mais c'est beaucoup d'individus qui ont leurs idées. Et en fait, quand tu n'as pas une grosse hiérarchie dans une boîte, pendant un temps, tout est fait même bien, mais de manière un peu pas uniforme. Et ça reflète. Quand tu veux avoir une image professionnelle, il faut que ce soit uniforme. Des fois, mettre un peu aseptisé, tu vois, un petit machin. Mais voilà, donc il faut trouver un juste milieu. Donc on essaye, notamment Sophie nous explique ça, qu'il faut quand même avoir et Jonathan aussi, mais faut surtout quand on est dans un truc d'engagement communautaire, donc il faut être un peu familier, pas trop. Grand public, mais en même temps mettre en avant qu'il y a une tech. Voilà, donc il faut trouver un équilibre. On est en train, à mon avis, de trouver cet équilibre. Voilà. Ok, ça marche. Et oui, côté cohérence des miniatures, moi qui suis un grand... Alors en termes de geek, tu parlais des machins, je suis un gros consommateur de contenu YouTube. De l'Indien qui te fait un how-to dans un anglais très bizarre, mais qui te permet de te débloquer, à le gars qui fait l'analyse tech. Et oui, il faut la miniature même, c'est un... D'ailleurs, il y a quelques gros youtubeurs où tu vois qu'ils changent la miniature, ils font plusieurs essais après publication de la vidéo.
Donc, et pareil, il faut avoir les moyens. Enfin, même si maintenant avec l'IA, des machins, tu peux faciliter ça. Voilà. Donc, faut qu'il y ait de la cohérence partout, que ce soit comme chez nous, comme chez toi. Ouais. Ouais, tout à fait. Je rebondis sur ce côté de rester, entre guillemets, concentré sur la partie francophone actuellement. Pour moi, c'est aussi une manière de respecter la communauté. Je m'explique. Aujourd'hui, on a une communauté sur le projet MyDID qui est, on va dire, peut-être 90% francophone. Oui, je n'ai pas allé ça, mais c'est de cet ordre-là. Ok. Imaginons que par la suite, le projet part à l'international, débloque des partenariats à l'international, la valorisation du jeton se fera ressentir forcément. Et donc c'est cette communauté francophone, on voit ça un petit peu d'un point de vue négatif en se disant « ouais, mais on aimerait que Rome se fasse en un jour ». Mais par contre, tout ce temps qui permet à cette communauté française d'investir sur le projet pourra payer dans les années futures lorsque l'entreprise se développera à l'international. Pour moi, c'est une manière réellement de remercier, plus que par un airdrop. Je te remercie de la question qui est plutôt bienveillante sur des sujets un peu sensibles sur les valorisations. En fait, c'est très lié entre l'adoption et le token. Un utility token, c'est même si des fois les gens l'oublient, c'est pour une utilité. Oui. Donc en gros, c'est que tu achètes par avance un droit privilégié à utiliser une technologie. Et quand l'utilisation du service est liée au token, normalement, tu as une amélioration du coût du token. Outre le fait qu'on soit francophone ou pas francophone, un des sujets qui va être vraiment prioritaire, j'espère qu'au mois de mars, on aura la place de cette place-là pour le token dans l'application. Il faut qu'on rende certains de nos services, tu as parlé de freemium tout à l'heure, oui. Il faut qu'on rende certaines fonctionnalités de nos services payants. Parce qu'à terme, de toute façon, on va être en mode SaaS, c'est-à-dire qu'un service payable mensuellement. Ok, donc on part sur un mensuel. Ouais. Okay. De toute façon, si tu es une start-up techno, on parlait tout à l'heure des choses passionnantes que doit faire un CEO, c'est les business plans, etc. Quand tu le fais concrètement, quand tu vois tes coûts qui sont importants, je ne rentre pas dans le détail, mais quand tu prends des gens à plein temps sur des sujets tech, où les gens sont rares, tu dois payer les gens convenablement. Oui. Donc, n'importe quelle start-up a des coûts de fonctionnement très importants qui sont liés ne serait-ce qu'au salaire. Même si tu optimises tes coûts, tu rends ta techno très scalable pour pas que tes coûts explosent, etc. Si tu veux avoir un espoir d'être rentable et aussi d'attirer des investisseurs et des choses comme ça, il faut bien que tu fonctionnes en mode SaaS. Il y a de toute façon une start-up tech, c'est mode SaaS à la demande, c'est-à-dire payable par mois. Et tu peux avoir un modèle un peu différent dans le sens, oui, c'est ton modèle par défaut, mais tu peux avoir des accès premium qui ne sont pas peut-être payables par mois ou payables par mois différemment. Oui. Dans ce cas-là, nous, ce qu'il faut, c'est que ces services, quand ils deviennent payants, puissent être payés en cible de manière avantageuse. Donc il faut que tu aies une place pour que ton token soit utile dans tes services. En fait, il y a deux choses. C'est quand tu utilises le token, normalement, tu n'es pas censé en burner une partie, tu le brûles complètement. Si tu laisses une capacité aux gens de payer dans d'autres systèmes, en fiat, théoriquement, comme il n'y a pas d'encadrement de tout ça, cet équilibre se trouve dans les faits, mais ce que j'ai vu dans d'autres projets que moi je trouve cohérent, c'est que tu t'engages à prendre une partie de tes ressources en fiat pour aller en proportion à définir. J'ai vu que dans les questions, il y avait où est-ce que vous en êtes dans la définition de cette proportion. Je ne sais pas, mais voilà, je ne vais pas faire semblant on n'a pas discuté davantage en interne, mais en fait, une partie de ce que tu achètes en fiat, oui, doit servir à acheter du token que tu brûles.
Oui. C'est le principe de l'utility token. Donc comme j'ai dit, que ce sera en mode SaaS, c'est-à-dire en mensuel, ou des choses que tu peux débloquer, parce que comme on sera en mode freemium, tu as une version gratuite, donc on peut imaginer que tu as des choses qui sont peut-être pas en récurrent, mais que tu pourrais débloquer, notamment avec un peu de cils. Okay. Donc au mois de mars, alors on a un mars et avril très chargés, mais voilà, en mars ou en avril, on aura ces premiers endroits où il y aura une utilisation du cil dans l'app. Ok. Voilà, de manière à ce qu'on commence à rentrer dans cette utilité de l'utility token. Voilà. Oui. Donc en fait, après discussion avec toi, on voit bien que ça continue, que le projet continue d'avancer. Je voyais quelques-uns de la communauté avoir un peu peur de peu de news, au niveau de la roadmap, etc. Mais le fait d'échanger avec toi, c'est pour ça que c'est cool de prendre le temps de m'accueillir ici pour répondre à toutes ces questions. On voit que le projet avance. Enfin, moi, personnellement, en tant qu'analyste fondamental de projet, tout ce que tu me dis, ça me parle. Hein. Ouais. Et moi, je ne peux pas spécialement non plus en vouloir. Moi j'ai investi dans peu de projets crypto. Et c'est très dur de savoir à quel point toi, tes investissements sont utilisés convenablement. Voilà. Et dans beaucoup de projets crypto, ils ne le sont pas. Parce que là, il y a un peu une jungle dans tout ça. Une des raisons pour lesquelles aussi on accepte que des acteurs comme toi viennent, c'est aussi pour montrer que même si on avait fait un petit profil sur Welcome to the Jungle ou des choses comme ça, pour que les gens comprennent que on est une entreprise classique, on a des bureaux, on a des gens qui travaillent à plein temps. Enfin, j'aimerais dire qu'on paye les gens à rien faire, mais absolument pas. Parce qu'on a des roadmaps très exigeantes, on est sur des sujets tech où c'est sans fin. Le risque même, c'est de trop s'éparpiller. Et comme on est une plateforme d'engagement communauté où même des acteurs existants ont beaucoup de fonctionnalités, c'est dur de savoir quelles sont tes fonctionnalités que tu veux développer en premier. Voilà. Oui, ouais, je comprends. Où est-ce que tu vois MyDID dans 2-3 ans, dans un monde parfait? Vous vous voyez où, comment? Ça me rappelle une question d'entretien. Vous voyez où dans quelques années chez nous? On fait partie des gens qui... MyDID, on travaille sur des sujets, pour moi, qui sont des sujets d'avenir, où il y a de plus en plus de demandes. Évidemment que la situation idéale que tu veux, c'est que tu embarques suffisamment de gens et de fonds pour que tu passes une certaine phase d'adoption, pour que tu arrêtes d'être l'évangéliste techno et que tu deviennes un vrai acteur du secteur. Il y a, y compris le Gartner, enfin des gens qui ont l'habitude de faire des analystes, les sujets de l'identité décentralisée, les gens du domaine de l'engagement communautaire, c'est que des sujets qui sont en pleine croissance. Ouais. Donc où est-ce qu'on se voit? On aimerait bien se voir plus mis en avant comme parmi ces acteurs d'un monde qui est naissant. Nous, ça nous arrive qu'on nous demande quels sont vos compétiteurs, des choses comme ça. On cite parfois des noms où les gens ne connaissent pas, parce que les gens qui connaissent, les gens qui font des services dans les plateformes d'engagement communautaire, ou de la fidélisation de nouvelles manières, ou des choses comme ça, c'est souvent des professionnels qui ont... Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on soit déjà plus connus, des professionnels. Donc, dans 2-3 ans, j'aimerais qu'on dise l'engagement communautaire moderne, c'est-à-dire avec une certaine éthique qui est liée à l'identité décentralisée, mais qui est aussi un moyen de moins avoir de data à gérer. Parce que si tu parles que de l'avantage du client final, en fait, ton vrai client à toi, il peut s'en foutre que ce soit meilleur pour le client final.
Mais par exemple, pour le fait qu'il ait moins de data à gérer ou qu'il sache les redemander à la volée, c'est quand même aussi un avantage. Dans 2-3 ans, on doit être la référence des gens qui font du service moderne en termes d'engagement de communauté sur des pays francophones et à l'international. Okay. Les phases de développement, quand on en discute avec, justement dans le cadre de la levée de fonds qu'on doit faire cette année, c'est une première phase où tu travailles justement sur ta communication sur la francophonie, et à un moment, quand tu as bien trouvé ta façon de communiquer en français, ben le même type de communication, mais à l'international. Donc dans 2-3 ans, j'aimerais que ce soit à l'international, cette forme de reconnaissance des professionnels. Voilà. Un petit mot pour la fin. Qu'est-ce que tu aimerais partager à la communauté MyDID? Qu'est-ce que tu aimerais, voilà, un petit mot personnel pour... Ouais, déjà, j'aimerais remercier la communauté parce que le fait qu'on soit face à face là tient de leur capacité à se mobiliser pour voter, pour que ça fasse partie des projets que tu as analysés. Et tu l'as analysé d'une manière plutôt bienveillante, sans être non plus à cirer des pompes. Donc c'était intéressant. Donc, moi, je continue à remercier la communauté de nous avoir donné la capacité de faire tout ça. Ouais. Parce que toi, tu es dans des bureaux avec des gens qui travaillent à plein temps, de nouvelles embauches côté marketing. Donc tout ça, c'est rendu possible par des gens qui ont fait des investissements en crypto à travers un peu ce sujet, cette façon un peu fofolle d'investir, qui est des ICO. Ouais. Et j'espère qu'ils continueront à croire au projet. J'espère qu'en tout cas, à travers ce type de discussions informelles aussi, ils continueront à voir qu'il y a un engouement, une passion sur ça. C'est pas fin. On croit vraiment au sujet sur lequel on travaille. Il y a une complexité en termes de communication. On sait aussi qu'on ne passe pas assez de temps sur la gestion de la communication. On est aussi en réorganisation autour de ça. Voilà. Donc, un remerciement global. Et puis un remerciement aussi à titre personnel, toi, d'avoir fait la démarche. L'avantage, c'est que tu es aussi un peu un sudiste, donc on n'était pas très loin. Tout à fait. Et voilà, c'est l'essentiel, c'est ça, c'est continuer à nous soutenir, à croire au projet. On fait notre maximum pour que le projet prenne de l'ampleur sous toutes ses coutures. Voilà. Oh, top. Dernière petite question, si des personnes souhaitent te rencontrer, est-ce que tu vas te déplacer dans certains événements crypto cette année peut-être? En fait, il n'y en a pas tant que ça en France. Oui. Pour ça qu'on a pris un stand à CryptoSR, on a fait l'effort de construire un vrai stand, etc. Il n'y en a pas tant que ça. Moi, je fais à peu près tous les événements crypto que je peux. Alors, en exposant, des fois, on aimerait bien. Oui. Tu vois, là, on a regardé les prix de le THCC. En plus, c'est à Cannes, c'est dans le sud. Oui. Les prix sont aussi délirants que Paris Blockchain Week. Donc, on est obligé de faire de l'arbitrage financier, comme on dit. Oui. Donc, on y passera un peu en touriste. Et en touriste, on n'aura pas de stand. Donc, on essaye de faire tous les événements crypto. Et d'ailleurs, les gens qui font les événements crypto m'y croisent régulièrement. Après, en termes d'accessibilité, en dehors de ces événements crypto, ça m'arrive même d'intervenir sur nos réseaux sociaux. Alors, je sais que récemment, je l'ai fait un peu moins, mais pareil, débordé par le métier de la gestion des équipes, du projet, etc. Mais voilà, dans les événements crypto, voilà, il y a Paris Blockchain Week, mais je ne peux pas dire aux gens de notre communauté de nous y rejoindre. Le tarif d'entrée, c'est tellement professionnel, le tarif d'entrée est à 1 800 $. Oui. Donc, il y a quelques personnes qu'on y croise parce qu'ils sont partenaires dans d'autres projets, donc ils y viennent, ou des étudiants, des choses comme ça. Les événements crypto à venir, en France, il n'y en a pas des masses. Oui. Voilà. Donc, certains à l'international, on va chercher à participer à la DAPCON à Berlin ou des choses comme ça. Mais malheureusement, en France, il n'y en a pas tant que ça. Oui.
Moi, on peut me croiser sur les meet-up crypto locaux à Aix et Ok. à Marseille. Ok. Et ça m'arrive d'y croiser des gens qui viennent me poser des questions sur le projet. Même si des fois c'est des bitcoins maximalistes, donc Oui. c'est dur d'expliquer qu'il y a autre chose au-delà de bitcoin. Après, voilà. Donc partout où les gens ont l'habitude de se croiser, en général on se croise. Et puis voilà. Et puis si jamais il y a quelques personnes, ça nous arrive d'accueillir des gens, voilà, dans nos bureaux. Des fois ça ne donne pas lieu à ce type d'entretien, mais parce que pareil, les gens ont besoin de vérifier qu'il y a bien des gens qui travaillent sur le projet, parce que c'est pas forcément visible de l'extérieur. Oui, tout à fait. Au top. Bah, merci Frédéric pour cette super conversation. J'ai passé un bon moment. Pareil, ça s'est super bien passé. Du coup, bah, là, on se retrouve juste après pour visiter un petit peu les locaux, peut-être voir 2-3 membres de l'équipe pour que vous voyez réellement qu'on est sur quelque chose de concret. Je sais que ça peut rassurer certains. Voilà. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Merci Frédéric. Merci à tous. Pour le temps accordé. Ok les potes, donc là, bah, comme tu le disais tout à l'heure, hein, derrière le projet MyDID, il n'y a pas que toi. Il y a une équipe, il y a des bureaux réels. J'ai le plaisir d'être accueilli dans ces bureaux, donc bah, si ça te va, ou alors si tu veux tenir le micro, nickel, ça marche. Bah écoute, si ça te va, on fait la petite... C'est pas du tout caricatural. Le tas de ping-pong qui date d'une précédente boîte qui nous a suivis ici. T'es bon au ping-pong? Normalement, pour l'instant, je suis dans le top 1. On va voir si je suis numéro 1. Mais, je suis vieux, mais je suis bien. Là, tu as la mascotte, le gardien qui garde le stand de Cryptoxer démonté. Ouais. Il y a notre Nizif qui vient en vélo électrique, c'est notre crédit écolo. Ok. Ah, vas-y, tu veux juste te dire qui es-tu et que fais-tu? Je suis Touré Nazif, je suis développeur back-end. Là, en ce moment, je suis en train de travailler sur un bot Discord qui va permettre de rajouter un plus au niveau de l'animation des communautés. D'avoir un canal personnalisé pour chaque communauté et avoir des classements selon des critères donnés. Okay. Donc les badges pourront être classés voilà, de façon journalière en fonction des critères qui seront définis par le manager. Merci. Je t'embête pas plus. Là. Merci, c'est top. Surtout qu'on en a discuté tout à l'heure lors de l'interview. Toi, tu vois, je mens pas en plus. Moi, je suis Thomas et je fais du développement mobile. Du coup, là, je suis en train de travailler sur les nouvelles maquettes de l'application. Ok. Les pages de communauté, je sais pas si on peut montrer les maquettes. Ouais, tu peux. Ça reprend des choses dont on parlait. C'est du Figma. Ouais. En présentation, donc on travaille sur un nouveau système de quête qui rejoint un peu dans le prolongement de l'airdrop. Ouais. Et puis un début de leveling, enfin des choses comme ça. Voilà. Ok. Et c'est du Flutter. Ça, c'est Flutter. Flutter, le langage. Ok. Ok. Ça. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Alexandre, je suis le lead dev mobile, donc je travaille pas mal avec Thomas. Et actuellement, je bosse sur tout ce qui est nouvelle gestion des communautés, ajout des profils, voilà. Et ça avance pas mal, ça va bientôt sortir. Merci Alex. Ouais, Maxime, développeur full stack. Moi, je gère tout ce qui va être le studio, l'API, tous les services web. Voilà. Ok, top, merci beaucoup. Mais, comme on le voit, hein, il y a tout qui évolue dans le projet. La communauté met un petit peu en avant des fois quand on a l'impression que ça avance pas trop. Bien sûr que si. Déjà, on a 4 devs, mais c'est que 4 devs aussi. Hein. Ouais, c'est sûr. On aimerait bien pouvoir les cloner, mais on peut pas, on n'a pas le droit. Mais ouais, il y a du taf. Caché derrière une imprimante à badge. Caché derrière une imprimante à badge, salut. Donc moi c'est Maxence, je suis architecte sécu, donc je m'occupe de toute l'infra et de la cybersécurité du projet. Ok. Et j'ai dû cacher mes écrans pour pas qu'il y ait trop de trucs sensibles. donc voilà. Ouais. Et là, on travaille sur un nouveau système de supervision de nos services. Pour pouvoir savoir un peu quand il y a des pannes, des incidents, trop de consommation de disques, de RAM, etc. pour pouvoir redimensionner correctement. Donc ça prend un peu de temps, mais ça devrait être déployé, grand maximum d'ici un mois. Je pense qu'on sera bien. Ouais. Oh, putain, c'est top, hein. Tu vois cette évolution, enfin ce taf perpétuel. Ouais, donc on rentre dans la partie sombre. Mais là, on est sur la partie marketing, c'est ça? Donc avec Jonathan, avec qui tu as été en contact pour l'organisation de la journée ici.
C'est ça. Que fais-tu? Je fais l'interview. Ouais, c'est top. Du coup, j'ai rejoint donc, en octobre pour l'équipe marketing. Et moi, je m'occupe pas mal donc, du côté partenariat et relationnel. Voilà. Alors, donc, on enchaîne pas mal les rendez-vous à plusieurs, de manière aussi à ce que progressivement, je n'ai plus à faire ces rendez-vous et qu'ils le fassent sans moi ou quand c'est nécessaire. Ouais. Et puis avec quelques projets sympas duquel tu m'as parlé, je vais pas les dire en vidéo, mais ouais, il y a des choses qui se construisent. Ouais, tout à fait. Parce que si ça se fait pas, on se fera taper. Mais que fais-tu? Qui es-tu? Moi, je suis... Ah oh Je suis Sophie. Je suis arrivée en janvier, donc ça fait 2 mois. Déjà 2 mois. Du coup, là, je suis principalement sur la refonte du site web, reprendre un peu toute la com visuelle, harmoniser, avoir une ligne plus uniforme. C'est exactement ce que j'ai dit. Ouais, exactement, ouais, tout à fait. C'est bon, alors, je suis toujours en période d'essai. Voilà, donc oui, je gère aussi les événements. Donc le prochain, c'est... Ah non, c'est là la caméra, c'est vrai que je regarde. C'est Paris Blockchain Week et le Forum Cyber en avril. Le mois d'avril, il est bien chargé en événements. Puisqu'il y a la Gamers Assembly aussi. Il y a la Gamers Assembly. Où là, ce sera carrément un cas d'usage en temps réel, quoi. Ouais. On fera le support sur place aussi. Un petit peu comme ce que vous aviez fait avec Purisport. Oui, avec une autre échelle, même si on aime bien les gens de Purisport. Ok. C'est le plus gros événement de gaming. Bonjour. Je garde le micro comme ça. Je garde le micro, c'est cool. Donc c'est Imad, le directeur technique. Là, je fais un peu la gestion de toutes les problématiques et le développement technique avec l'équipe dev que vous avez rencontrée tout à l'heure. Et voilà. Ok, c'est top. Bah, du coup, vous voyez, il y a des bureaux. On est du côté d'Aix-en-Provence. Hein, je vais pas vous donner des informations fausses. On est à côté d'Aix-en-Provence. Voilà. Voilà à quoi ressemble le développement d'un projet crypto français. Et je tenais à souligner, même si on en a parlé un petit peu tout à l'heure, au niveau de la tokenomique, aucun des employés n'est rémunéré en SIL. Non, sur la tokenomics, même si des fois les gens posent encore la question, on a été clair, on n'utilise pas, on n'a pas réservé de token pour la team, pour éviter par défaut que les gens aussi soupçonnent que c'est de l'achat ou de la vente de tokens contenus gratuitement en plus, en fonction des news, etc. Voilà. Ok. Ouais. Voilà les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci. Frédéric, merci à toi, merci de nous avoir reçus. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir rencontré avec l'équipe et d'avoir présenté tes bureaux. Tout le monde ne le fait pas, donc merci d'avoir pris le temps. Plaisir partagé. Je sais que tu as pas mal de taf, donc je vous laisse là-dessus. Ciao. Ciao l'équipe.